mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis à Paris aujourd'hui lors de mon Juicy Living Tour et j'ai décidé d'interviewer Pierre Jovanovic, que j'avais déjà interviewé plusieurs fois, parce que je trouve que son blog, c'est le moins qu'on puisse dire, déménage et il dénonce. J'ai entendu dire même que votre blog de l'apocalypse financière dérangeait tellement que certaines banques ont décidé de le censurer. De le censurer, donc on peut dire qu'il dérange et qui vous annoncez plein de choses. Et j'aimerais discuter en fait de ces choses-là. Je sais que vous êtes auteur, vous avez 10 livres, vous avez écrit 10 livres. Et vous avez un background de journaliste et d'un seul coup vous avez décidé en février 2008 de créer ce blog pour dénoncer. Pourquoi? Quelle était votre démarche à l'origine? Non, à l'origine, j'ai jamais cherché à... C'est pas à dénoncer, de toute façon. J'aime pas ce terme dénoncer. Vous voyez, c'est un côté... je dénonce rien, je l'ai fait. Je suis journaliste, donc avec une spécialité informatique, télécom et bancaire. Et donc j'avais vu, on en a déjà parlé ensemble, dans une fameuse vidéo qui a fait plus de 100 000 views, comme on dit, ouais. Qu'en 2008, on cachait la crise aux Français, aux Européens. Et donc je montrais simplement quelle arnaque médiatique recouvrait la planète, alors qu'en fait une apocalypse, un tsunami financier, enfin de dette plutôt, nous arrivait sur la figure. Et nous, on a fait notre interview, je crois, il y a 3 ans à peu près. On a vu ce que ça a donné depuis. Je veux dire, il n'y a pas une seule... tout ce que j'ai dit techniquement il y a 3 ans, c'est avéré. J'ai pas le souvenir d'avoir dit une bêtise ou annoncé une bêtise. Mais, hélas, j'aurais aimé. Ouais. Donc vous épluchez et vous analysez les revues de presse internationales et voilà, parce que... J'analyse en fait tous les journaux, enfin pas tous les journaux, mais une grande partie de la presse financière anglo-saxonne. Et donc on voit exactement pourquoi anglo-saxonne, simplement parce que c'est les Anglais, enfin le monde anglo-saxon qui organise les flux monétaires mondiaux. Donc c'est pas les Albanais, c'est pas les Serbes, c'est pas les Hongrois, hein, donc c'est les Anglais et les Américains, voilà, point. Donc à partir du moment où on fait une revue de presse de ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, enfin du moins financier, on voit très facilement ce qui arrive. C'est pas très, techniquement c'est pas très compliqué, mais il faut oser le faire. Oui, enfin, et l'analyser surtout. Oui. Et vous y passez du temps, et ça aussi j'aimerais revenir dessus parce que c'est quand même assez impressionnant. Donc vous offrez cette information gratuite aussi pour environ, quand même il y a 300 000 personnes en gros qui viennent tous les mois sur votre blog, donc c'est énorme. Vous recevez énormément de courriers de vos lecteurs, vous épluchez toute cette presse anglo-saxonne et donc vous partagez cette information-là avec le plus grand nombre et vous co-créez quelque part ce blog-là parce qu'il y a de l'information qui vous vient. Comment ça se passe ? Au début, en fait, c'était véritablement une revue de presse que je faisais tout seul. Et puis, de fil en aiguille, donc les lecteurs ont commencé à m'envoyer eux aussi des articles qu'ils avaient vus dans différents journaux, blogs, etc., ou sites internet. Et donc, je me suis mis progressivement à intégrer en fait ce que voyaient les lecteurs. Donc, je suis exactement le contraire de ce qu'on appelle le web 2.0, où vous avez le journaliste, vous savez, qui vous met le papier, et puis ensuite vous avez 400 000 personnes qui commentent et que personne ne lit. Là, c'est tout le contraire en fait. Je mets en valeur également ce que voient les lecteurs. Ouais. Hein, malheureusement, je ne peux pas tout mettre parce que je n'ai pas le temps de le faire. Ouais. Mais il y a quand même énormément de lecteurs maintenant depuis 3 ans qui ont enrichi techniquement cette revue de presse. Et ça donne d'ailleurs une vision absolument fabuleuse. Et le rapport d'ailleurs a été surtout du côté de la presse régionale. C'est très intéressant tout ce qu'on voit dans la presse régionale. Par exemple, les suicides de gendarmes, les suicides de petits commerçants, etc., qui sont de plus en plus nombreux. Ou en Italie, les patrons de PME qui se suicident, en Espagne, etc. Donc là on voit que la crise véritablement est en train de détruire l'Europe, est en train de détruire la vie quotidienne des gens. On a vu une information par exemple ce matin, les Français sont de plus en plus nombreux à payer leurs factures en retard. Le nombre de chèques sans provision a augmenté de manière absolument considérable. Les gens prennent des risques absolument insensés. Maintenant ils jouent avec les dates de valeur, mais comme les banques jouent
contrairement aux dates de valeur inverse. Donc les gens se font toujours avoir, hélas. Donc il y a un vrai problème, et on a vu dans cette campagne présidentielle que c'était une campagne présidentielle absolument épouvantable, où les candidats se sont moqués des Français, mais les uns après les autres, en n'abordant pas ou rarement le sujet de la dette mondiale, de la finance, de ce système qui est en train de s'écrouler sous nos yeux, mais littéralement sous nos yeux. Je ne suis pas certain, je l'avais déjà dit en 2011, mais fin 2011, en octobre 2011, et qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui s'est passé en octobre 2011 quand le système s'est arrêté? On a vu que les politiques et les banquiers centraux ont endetté, écoutez bien, tous les Européens, dont vous, tous ceux qui nous regardent, de 3 000 milliards d'euros, juste pour sauver les banques. 3 000. Et malheureusement, c'est pas fini. Là, on voit que l'Espagne est en train de tomber. Après, ça va être le Portugal, parce que le cas de la Grèce a déjà été réglé. Donc voilà, on est reparti pour un tour, mais cette fois-ci, on ne pourra pas sauver l'Espagne, on ne pourra pas sauver le Portugal, et encore moins l'Italie. Ouais. Donc vous le dites clairement dans un de vos derniers blogs, que vous updatez tous les 4 jours, c'est ça? Tous les 4-5 jours en gros tous les 4 jours, des fois j'update le lendemain, ça dépend véritablement des informations qui tombent, mais... Mais sur le dernier, vous dites bien que pour vous, le système politique et financier est mort. Et il va y avoir une guerre civile qui va se déclarer et démarrer en France et qui va ensuite se répandre à travers l'Europe, mais qui va démarrer là dans les prochaines semaines. Vous savez, ce qu'on a vu, ce que tout le monde a vu avec moi, parce qu'il y a à peu près, maintenant, il y a plus d'1 million de visiteurs uniques sur le blog, sur l'année. Donc c'est quand même énorme. 1 million de visiteurs uniques, vous imaginez. On voit bien que que les banquiers ont volé la démocratie, simplement parce que depuis 15 ans, 20 ans, c'est eux qui ont propulsé toutes les lois en leur faveur, avec des politiciens, soit corrompus, soit naïfs, ou les deux, peu importe. Toujours est-il que la démocratie, au final, va être enlevée aux gens, parce que le système bancaire va s'effondrer. Vous avez vu dans toutes les banques aujourd'hui que vous ne pouvez pas retirer plus de 300 € au guichet. Alors qu'auparavant, là j'ai encore un lecteur, un pharmacien, un médecin un médecin pour notre banque, qui me disait, avant je pouvais retirer sans problème avec une carte spéciale plus de 3 000 €, maintenant j'ai été limité à 400, et ainsi de suite. Et vous avez même des affiches maintenant sur les portes des banques en disant vous ne pouvez pas retirer plus pour votre sécurité, c'est toujours pour votre sécurité. Je rappelle quand même qu'en Argentine, 1 an avant l'effondrement, les banques ont commencé à empêcher les Argentins de retirer leur argent. Donc on voit exactement la même chose, on est proche d'un effondrement. Quand les distributeurs de billets s'arrêteront, je rappelle qu'ils ont déjà failli s'arrêter le 15 octobre 2008, c'est très important, je vous l'avais dit à l'époque déjà, eh bien ça sera fondamentalement la révolution, évidemment. Enfin, je sais pas, la révolution n'est peut-être pas le bon terme. Le terme, c'est que quand les gens verront qu'ils ne peuvent pas retirer leur argent, qu'ils ont durement gagné, et que leur argent a été kidnappé par ces enfoirés de banquiers, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, pour tous les Français, sauf pour les Bettencourt, les gens très riches, etc., qui eux peuvent cacher leur argent sans problème avec l'aval des banques. Il faut quand même pas oublier que le comptable de Bettencourt allait à la BNP de l'avenue de la Grande Armée et qu'il repartait avec 50 000 € en liquide, et que lui, il n'a jamais été signalé à Tracfin. Tracfin, traque financière. Vous savez, alors que Julien Drey, le député du Parti Socialiste, a été immédiatement signalé à Tracfin. Vous voyez, donc on voit bien que c'est un instrument politique avant toute chose, mais surtout pour empêcher les gens les gens normaux, si je peux dire, de retirer leur argent ou de les surveiller. Voilà, donc on va vers un effondrement du système financier final. Là, c'est fini, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé, le système est mort. Le système est mort. Il est mort techniquement fin de l'année dernière. On a vu que de la Banque Centrale Européenne, de manière absolument horrible, sans l'accord des populations, nous avons été endettés de 3 000 milliards, mais je ne sais pas si de plus simplement pour sauver les banques, et encore, elles ne sont pas sauvées. Elles ne sont pas sauvées. Rappelez-vous, la Dexia, on nous disait que c'était une banque, elle avait résisté à tous les stress tests, à tous les tremblements de terre, et j'en passe et des meilleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois? Elle a explosé en plein vol. Hop. Voilà. Et du coup, ils l'ont renommée, la banque. Elle s'appelle Bifidus Actif maintenant, comme le yaourt. C'est Yaourt Bank. Ouais. Non mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et on vire à l'appel.
Ah bah, hier... Crédit Suisse, ce que vous aviez dit, hein, 5000 personnes de virées. Voilà, 5000 personnes qui vont être virées. Avant-hier, c'était Sony qui virait 10 000 personnes. Je veux dire, cette année, on a vu exactement comme en 2009, en 2008 et en 2009, les grandes multinationales viraient les salariés par paquet de 5 000, 10 000, 15 000 et parfois même 35 000. Ça a recommencé. Quand vous voyez les multinationales qui veulent faire ce genre de choses, c'est que elles ont fait leurs calculs, elles savent pertinemment, si vous voulez, que leur trésorerie dans 6 mois ne tiendra pas. Donc ils ont impérativement besoin de virer les gens pour pouvoir tenir. Sinon elles seront en faillite. Ouais. Quelles sont les nouvelles directement que vous avez de Wall Street, de la City, que vous aimeriez nous divulguer? Vous aimeriez en parler là maintenant tout de suite? Vous savez, les nouvelles de Wall Street, on l'a vu. D'abord, il faut savoir que ces gens à Wall Street, les banquiers ou les traders, ou tous les financiers, les gestionnaires de hedge funds, etc., ce sont des gens qui vivent dans un autre monde. Ce sont des gens, si vous voulez, qui gagnent entre, on va dire 200 000 et 20 millions d'euros par mois. D'accord ? Donc, à ces niveaux-là, si vous voulez, ils se sentent intouchables. Vous savez, c'est un peu comme les caméramans qui accompagnent les journalistes sur les zones de guerre et qui se sentent intouchables parce qu'ils ont la caméra sur l'épaule. Donc, il y a les balles qui sifflent, etc., mais ils se sentent à l'abri, comme s'ils avaient un bouclier. Malheureusement, on voit souvent que ce sont toujours les caméramans qui tombent les premiers. Eh bien, ces financiers sont exactement dans la même configuration psychologique. C'est-à-dire, ils n'en ont rien à faire qu'il y ait 50% que les 50% de la jeunesse espagnole soit au chômage. Vous vous rendez compte ? 50%. C'est une marmite explosive qu'on a là. En Espagne, au Portugal, on y va. En France, c'est guère meilleur, parce que les chiffres sont bidonnés, tout le monde le sait. En Grèce, on a vu que 30% maintenant de la population générale est au chômage, et que la jeunesse, je crois, maintenant, ils vont vers les 60%. Donc là aussi, c'est une marmite qui va exploser à un moment donné ou à un autre. Voilà, donc et eux, les financiers, se moquent éperdument parce qu'ils ne seront pas concernés. Parce qu'ils ont leur hélicoptère, parce qu'ils se disent qu'ils peuvent prendre leur avion privé pour aller aux îles Caïmans, aux îles Vierges, où ils ont d'autres comptes privés, où ils ont mis leur fortune à l'abri. Donc il y a une différenciation. C'est pour ça que je dis que les banquiers ont tué la démocratie. C'est parce que nos politiciens ont laissé les banquiers voter des lois qui allaient uniquement dans leur sens. Voilà. Et aujourd'hui, quand le système va s'arrêter, ça va être trop tard, hélas. Et donc il ne faudra pas pleurer si un certain nombre de gens iront chercher les banquiers et leur couperont la tête, les baladeront sur les Champs-Élysées, comme en 1789. Parce que là, on est en 1788. Rien n'a changé. Mais strictement rien n'a changé, c'est ce que j'ai dit à propos de Blight Masters. On a vu avec Blight Masters, j'avais dit à l'époque qu'elle allait racheter toutes les matières premières, elle est sortie de l'ombre. JP Morgan. JP Morgan, elle est sortie de l'ombre il y a 4 jours. Elle a donné une grande interview sur CNBC en expliquant que JP Morgan, mais c'est son département en matières premières, donnait 5 millions de dollars à l'université de Denver, du Colorado, à Denver, pour une chaire de matières premières, de trading. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes exactement dans la situation où, de 1788, il faut bien comprendre, en 1788, seuls les aristocrates, quand on s'appelait de quelque chose de bidule, c'était en général le panther ou toute une propriété dans une région. C'était ça leur nom. Seuls les aristocrates avaient le droit de posséder des terres. C'est très important. Très important à savoir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous avez les banquiers qui rachètent la production de la terre. Ils le rachètent avant même que ça arrive dans nos assiettes. Résultat des courses, l'année dernière, le café, le sucre, l'huile de palme, l'huile de tournesol, les céréales, tout ça a pris entre 15 et 30%. Le café a fait des bonds absolument phénoménaux. J'avais même expliqué dans le livre comment elle allait s'emparer du café. Ou du cacao, par exemple. Vous avez toute la liste dans le livre Blight Masters. Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est le vol de la démocratie, c'est le vol du peuple. Non seulement ils ont volé l'argent du peuple, mais en plus ils ont volé leur démocratie. C'est très fort. Non, mais c'est très fort. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans tout ça ? Ce qui me choque, c'est l'attitude des politiques. C'est pas tant les banquiers. Les banquiers sont des enfoirés. Les nouveaux banquiers, j'entends, parce que j'ai connu la génération des banquiers d'antan, c'est-à-dire de ceux qui sont partis à la retraite maintenant dans les années, on va dire,
2000, 2002, 2003, mais j'ai connu toute cette génération de banquiers avant, qui étaient des banquiers, en règle générale, des banquiers protestants, pour lesquels un sou était un sou. Je veux dire, ils se payaient pas des centaines de millions, je veux dire, ils se payaient, mais décemment, je veux dire, sans... c'est pas du tout les salaires qu'on voit aujourd'hui à Wall Street, dans les banques, etc. Je veux dire, ils ne prenaient pas tout l'argent pour se payer, tous les bénéfices de la banque pour se payer leur bonus à eux. C'était pas du tout ça l'esprit de la banque à l'époque. Et je veux dire, quand quelqu'un leur confiait l'argent à fructifier, ils le faisaient vraiment. Parce que c'était leur cœur de métier. Vous voyez ce que je veux dire? Ils le faisaient parce que ils le faisaient. C'est un peu comme un producteur de musique ou de vidéo qui le faisait parce que c'est son métier de promouvoir un film ou un album d'un groupe de rock. Voilà. Donc, mais c'est fini ça. Aujourd'hui, on a vu, et ça je le montre dans le livre Blight Masters, on a vu l'arrivée de toute la génération de banquiers qui ont été formés à la philosophie de Charlie Sanford. Charlie Sanford, c'est pas n'importe qui. Personne ne le connaît. Personne. Mais c'est le philosophe des banquiers, il faut le savoir. C'est le philosophe des banquiers. Charlie Sanford a formé, on peut dire ça comme ça, du moins c'est le maître à penser de Blight Masters. C'est comme ça qu'elle a formé, elle a vraiment poussé les crédits dérivés jusqu'au bout. Et je rappelle que Charlie Sanford, qui a fait la Bankers Trust a été... condamnés pour un certain nombre d'escroqueries à San Francisco, pour comment ils ont dépouillé tous leurs clients. Les traders de la Bankers Trust se faisaient même, ils disaient qu'ils allaient arracher la peau de leurs clients, qu'ils allaient littéralement, je reste poli, mais qu'ils allaient leur voler tout leur argent au profit de la banque. Mais ça vous choque même pas par rapport aux politiciens, par rapport au comportement? Les politiciens auraient dû, dès le départ, les politiciens américains sont les premiers grands responsables. Mais on a vu pourquoi. Parce que tous ceux qui ont été nommés aussi bien au Trésor américain qu'à la SEC, à la SEC, ou à la FTSE, eh bien, ce sont des gens de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Bankers Trust. Justement, c'est-à-dire on a pris les renards qu'on a nommés à des différents postes dans le poulailler géant. Donc il faut pas s'étonner qu'on ait ça. Il faut pas s'étonner qu'aujourd'hui il y a quand même 50 millions de personnes aux États-Unis qui vivent avec des tickets, des food tickets. Est-ce que vous imaginez, vous connaissez les États-Unis, 50 millions quasiment, c'est 49 millions je crois, je ne sais plus quel dire, virgule quelque chose, bon, on va arrondir à 50 millions. 50 millions de personnes qui vivent avec des food tickets aux États-Unis, le pays le plus riche du monde. Et ça choque personne. Mais c'est absolument désespérant. Je veux dire, même en Union soviétique, je veux dire, il n'y avait pas 50 millions de personnes qui mouraient de faim. Mais ce qui est choquant aussi, c'est d'apprendre que 60 milliards de dollars ont été injectés par le Japon en planche à billets, comme vous le dites si bien. Vous savez, tout le monde peut injecter 60 millions de planches à billets, vous aussi. Vous prenez une photocopieuse, vous photocopiez vos billets de dollars et d'euros, vous en faites 60 millions et vous les donnez à Madame Lagarde. C'est facile. En plus, venant du Japon, le pays le plus endetté du monde, non mais attendez, c'est une rigolade, c'est du foutage de gueule. Voilà, ça c'est typiquement l'info. Voilà, vous avez la Banque du Japon qui fait, qui fait un communiqué de presse officiel aux médias du monde entier. Nous donnons 60 milliards de dollars à Madame Lagarde. Et Madame Lagarde qui dit merci, tout en sachant pertinemment que c'est des faux billets. C'est des faux billets, c'est n'importe quoi. Nous sommes aujourd'hui rentrés dans un système qui est techniquement mort. Et mon sentiment, si vous voulez, c'est que quand on va voir l'écroulement du stock de la valeur de l'action Apple, ou des bons du Trésor espagnol qui vont monter à 10%, puis à 12%, etc., suivi des bons du Trésor portugais et italien, eh bien, vous allez voir que l'ensemble des places financières vont être tétanisées. Mais en même temps, ils s'en foutent parce qu'ils jouent là-dessus. Ils ont déjà joué sur la Grèce, ils se sont mis 400% dans la poche. Depuis 3 ans, ils se sont mis des milliards dans la poche grâce à la Grèce. Et grâce à la Banque Centrale Européenne, qui bien entendu donne l'argent aux Grecs. Et que font les Grecs? Eh bien, ils rendent l'argent immédiatement aux banques américaines, aux banques européennes, aux banques japonaises, etc., à qui ils doivent de l'argent. Voilà, c'est ça. C'est complètement choquant. On est rentré dans une spirale de la dette qui est absolument effroyable. Et ceci, il n'y a qu'un seul responsable aujourd'hui de tout ça, ce sont les politiques qui ont été achetés. Mais moi, je ne vois que ça. Parce que quand même, depuis 30 ans, ces politiques, ils auraient pu s'en rendre compte de cette manipulation effroyable que menaient les banques. Eh ben non.
Et puis la presse anglaise n'hésite pas. Hein. Hollande, par exemple, n'est certainement pas considéré par les étrangers comme un candidat qui serait capable de... C'est considéré comme une couille molle. C'est ce que je lis et c'est ce que j'entends. Et certainement pas à la hauteur, et aucun candidat au jour d'aujourd'hui n'apparaît être à la hauteur d'une telle crise, d'un tel désastre. Vous avez vu François Hollande parler véritablement de la crise financière, de donner des solutions technique, non? Ni parler de l'endettement social, ni rien de tout ça. Voilà. En revanche, ce qui était choquant, par exemple, c'est que François Hollande est allé, il y a à peu près 3 semaines de ça, il est allé à Londres tout de suite pour rassurer. Hein, il a donné une interview au Guardian, ensuite il est allé rencontrer des gens à Londres, des financiers, pour les rassurer en leur disant qu'il n'ajouterait pas plus de régulation. Ce en quoi il répond à la demande expresse de Jamie Dimon, patron de la JP Morgan, qui avait demandé à Nicolas Sarkozy à Davos de ne pas ajouter des régulations supplémentaires. C'est quand même incroyable. Nicolas Sarkozy avait envoyé se promener Jamie Dimon. Mais que fait Nicolas Hollande? François Hollande, que fait François Hollande? Il va à la City de Londres, il va rencontrer les banquiers et les financiers, il va leur dire « Ne vous inquiétez pas, tout va bien, il n'y aura pas plus de problèmes pour vous, je ne rajouterai pas plus de complications, vous pourrez faire votre business comme avant. » C'est absolument honteux. Honteux. Et aucun ne serait à la hauteur de cette crise, selon vous? Je pense que Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, s'ils prenaient le pouvoir, oui, là je pense que ça pourrait vraiment déménager, quoi. Là ça pourrait déménager. Là, les financiers, ils auraient vraiment des bonnes raisons de craindre. Nicolas Dupont-Aignan également. Hein, il y a ces 3 candidats qui ont promis de faire la peau aux financiers. Ce sont les seuls. Enfin, il y a aussi un cheminade, mais bon, personne ne le prend au sérieux. Donc il y a vraiment ces 3 candidats. Malheureusement, Nicolas Dupont-Aignan, qui est l'un des rares à avoir compris, tout ceci ne fait que 1% dans les intentions de vote, ce qui est absolument... bon, on ne sait pas pourquoi, peu importe. Donc il reste Mélenchon et Marine Le Pen. Donc nous, notre rôle d'individus, de petites personnes sur cette terre qui menons nos vies, qui payons nos factures, quel est votre conseil pour les personnes qui écoutent, pour nous tous? Quel est notre rôle? Est-ce que notre rôle est en train de changer aussi? Quelle est la bonne nouvelle dans tout ça? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle? Une bonne nouvelle? Il y avait une bonne nouvelle? C'est une petite farce là, non? Oui, j'ai pas le sentiment d'avoir vu de bonnes nouvelles depuis très longtemps, depuis 4-5 ans, mais aucune, strictement aucune. Je n'ai vu que endettement, surendettement, endettement, et etc. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, c'est un peu comme si vous étiez surendetté, vous voyez, vous étiez surendetté et donc vous avez un banquier qui vous dit « Ah mais, cher Lilou, ne vous inquiétez pas, je vous prête 20 millions de plus. Hein » Et puis donc bien entendu, au bout de 3 semaines, vous ne pouvez pas rembourser. Et donc vous avez un deuxième banquier qui arrive de la Banque du Japon qui vous dit « Bah, vous inquiétez pas, tenez voilà des faux billets, vous allez pouvoir rembourser vos dettes. » Mais vous êtes obligé de rembourser la Banque du Japon et également le premier banquier. Et à un moment donné, vous serez toujours à la traîne. Votre endettement ne fait que s'accumuler. C'est un peu comme si vous aviez un sac à dos, hein, au début de 10 kilos, puis de 20 kilos, puis de 30 kilos, et puis vous finissez avec 3 tonnes sur le dos. C'est ingérable. C'est ingérable. C'est mathématiquement destiné. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de sortir ni de faire maths sup, maths spé, ou de sortir de Polytechnique pour comprendre ça. Oui, mais on sait aussi qu'à un moment, quand il y a une telle crise, il y a un moment, comme vous dites, une guerre civile ou quelque chose qui se déclare, ou un ras-le-bol qui fait que c'est fini, on n'en veut plus, et quelque part on se réveille, la nature humaine se réveille, on en a marre de toutes ces cachotteries, de tous ces magouilles, de tout ça, et je pense qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. Il faut qu'on la trouve, Pierre. La seule et unique bonne nouvelle, entre guillemets, si vous voulez, c'est que peut-être pour la première fois dans l'histoire, et ça c'est uniquement grâce à Internet justement, pour la première fois, aussi bien les Français que les Espagnols, les Anglais, les Américains, etc., peuvent accéder à l'information. Hein, il y a encore, bien entendu, beaucoup de choses cachées qu'on ne saura jamais, mais par rapport à ce que c'était, par exemple en 1985 ou en 1992, je veux dire, mais la situation a totalement changé. Aujourd'hui, les Français savent pertinemment que tous les problèmes que nous avons aujourd'hui sont dus à l'escroquerie des banques. Hein ?
Les banquiers ne pourront pas dire c'est pas notre faute. Et les politiques ne pourront pas dire ah mais vous inquiétez, ne vous occupez pas de ça. C'est ce que je veux dire. Donc là, la colère du peuple va être extrêmement dirigée. Donc là, et tout va sortir à un moment donné. D'ailleurs, on le voit bien. On a de plus en plus de banquiers qui d'un seul coup jettent l'éponge et disent j'en ai marre, je dénonce. On l'a vu à la Goldman Sachs, on l'a vu à la JP Morgan, et il y en aura de plus en plus. Et puis quand les choses vont vraiment dégénérer, alors d'un seul coup, vous verrez plein de banquiers, vous savez, comme des rats qui tout d'un coup sortent des égouts, vous savez, qui quittent le navire. Hein, vous en verrez plein. Ils vont tous. Là, par exemple, ce qui est intéressant, aujourd'hui, on voit de plus en plus de témoignages de guichetiers de banque. Hein, enfin bon, eux, c'est pas les banquiers, c'est des gens, je veux dire, simples, normaux, qui sont juste un guichet, hein, qui sont payés 1500 €, et c'est tout. Ils n'ont aucun bonus, c'est rien. Mais ils reçoivent des instructions pour limiter les retraits des clients. Et aussi, ils ont reçu des instructions pour refourguer un maximum de livrets A et de toutes sortes de placements bidons à 1% ou à 2% à tous les gens qui ne savent pas, qui n'ont pas l'instruction ou qui ne... est-ce que je veux dire des retraités ou des personnes qui lisent pas, qui vont pas forcément sur Internet ou qui n'ont pas du tout les réflexes comme vous et moi ou comme ceux qui nous regardent. Hein, donc tout cela, ils les ont blindés. Allez sur le blog, vous avez justement un témoignage aujourd'hui ou hier de 2 guichetiers de banque justement, ou 3, je sais plus, qui disent d'un côté ils n'ont pas assez de liquidité et de l'autre en fait en plus ils ont des instructions pour donner le moins d'argent possible aux gens. C'est une bonne chose qu'il y ait eu une nouvelle initiative, je crois, du président de la Monnaie de Paris de sortir des pièces de 1000 € en or. C'est une bonne chose, ça ? Mais c'est des conneries. Attendez, d'abord, il vend sa pièce, elle est tellement surcotée. Je veux dire, surtout n'achetez pas ces pièces, ça n'a aucun intérêt. Il faut acheter des... Elle a une valeur en or de 800 € et à long terme... Oui, c'est ça, bah oui. Je veux dire, vous avez plus vite fait d'acheter pour 1000 € des pièces qui valent leur poids, hein, en grammes, j'entends, hein, et plutôt que de donner 200 €, hein, à la Monnaie de Paris. C'est n'importe quoi, ça. Encore ce serait 20 € de différence qu'on prendrait. Bon, ok, pourquoi pas. Mais 200, non, c'est trop. Ouais. Donc quel est votre conseil par rapport à l'or, ou par rapport à l'argent? Est-ce que les gens, comment on doit se placer? C'est extrêmement simple. Je veux dire, là, il faut pas voir l'or, si vous voulez, comme quelque chose, je veux dire, j'ai toujours dit ça, hein, l'or vous permet de transporter vos économies dans le temps, d'un point temporel A à un point temporel B, d'accord? Si vous regardez le cours de l'or depuis 2001-2002, il a été multiplié par 7, d'accord? Par 7. Bon, ça dit tout, mais pourquoi? Parce qu'en même temps, la valeur de la monnaie, du dollar et de l'euro a baissé. Aujourd'hui, si vous prenez un billet de 100 € ou un billet de 100 $ en 2001, il ne vous permet pas d'acheter la même chose. Vous achetez peut-être, ça se trouve, 7 fois moins de choses. D'accord? En revanche, si vous aviez de l'or, des pièces d'or ou des pièces d'argent, eh bien vous achetez 7 fois plus de choses. Il y a un problème là. Normalement, on va dire quand même, il y a un équilibre quelque part. Vous êtes d'accord? Ben voilà, ça dit tout. Donc voilà, je sais pas. Donc si vous avez de l'argent en banque, moi je vois vraiment, c'est le conseil que j'ai toujours donné. D'abord, c'est la petite maison dans la prairie, hein, avec le potager, le puits, hein, parce que ça, c'est la chose la plus importante pour vous, surtout pour les temps à venir. Et ensuite, bon, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une petite maison, moi, franchement, je l'ai toujours dit, je le dis depuis maintenant 5 ans, c'est acheter des pièces d'or, des pièces d'argent. Point, c'est tout. Il n'y a pas d'autres moyens. Vous ne perdrez... Parce que le jour où le système va s'effondrer, là, les gens vont pleurer. Là, les gens vont vraiment pleurer. Ils vont tout perdre. C'est comme en Argentine. L'histoire se répète. Il faut voir ce qui s'est passé en Argentine. Les gens ont tout perdu. Je veux dire, moi, je vois encore toutes ces femmes avec leurs casseroles en train de taper sur les agences sur les vitrines des agences bancaires, en leur disant voleurs, escrocs, etc. Vous nous avez volé 20 ans ou 30 ans ou 40 ans d'économie qui étaient placés à la banque. Ils ont tout perdu. Et ça sera la même chose, hein. Ça sera exactement la même chose. Voilà, donc c'est aux gens de choisir. Moi, vous savez, les conseillers, comme on dit, ne sont jamais les payeurs. Hein, c'est véritablement à vous. Il y a toutes les informations. Les informations sont disponibles. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des gens qui attendent. Et vous le savez bien, vous le savez aussi bien que moi. Vous recevez autant de mails que moi, j'imagine même plus. Vous avez des gens qui
qui attendent qu'on les prenne en main, qu'on leur dise voilà, faites ceci, faites cela, etc. Voilà. Donc bon, je dis vous êtes assez grand, tout le monde, les gens sont assez intelligents, ça, c'est vraiment mon point de vue. Et si vous voulez sauver vos économies, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais je pense que, et j'invite tout le monde à vraiment regarder le blog de Pierre Jovanovic et de le lire régulièrement, c'est jovanovic.com. Et aussi de lire votre livre. Vous en préparez un petit dernier. Là, vous avez un peu changé votre style d'écriture parce que vous aviez cartonné avec ce livre Enquête sur l'existence d'anges gardiens, 500 000 exemplaires quand même vendus en France ou à l'étranger également. Et là, maintenant, vous faites vraiment vous avez Notre-Dame de l'Apocalypse, il y a eu 777, et puis là, on vient à un autre style, non? Il y a un changement? Bon, vous savez, non, je pense que vous savez, tous les auteurs, enfin, du moins, il y a un changement. C'est un peu comme les musiciens. Il y a un changement progressif dans le temps. Là, le succès, pour moi, le succès du livre de Blind Master, c'est absolument époustouflant. Moi, je vous signale que vous avez quelqu'un, par exemple, comme Bernard-Henri Lévy. Je suis pas le seul à le dire. Vous avez Bernard-Henri Lévy que vous voyez partout, sur toutes les télévisions. Il sort un bouquin, vous le voyez sur 50 télés, dans 50 programmes en même temps, en l'espace de 3 semaines. Et il a fait quoi? Il fait 3500, 4000 exemplaires aujourd'hui. Hop, il y a un problème. Je veux dire, Blind Masters, moi j'étais interdit de télévision avec ce livre, évidemment. Attends, il faut quand même savoir que la TF1, il y a 10% des actions de TF1 qui appartiennent à la JP Morgan. Bon, ne m'attendez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Blind Masters, ça a quand même fait 30 000 exemplaires. Sans télé, sans rien. Moi ça m'amuse, franchement ça m'amuse de voir tous ces journalistes, toutes ces pouilles mouillées de télévision, alors que les journalistes de radio eux, sont beaucoup plus en radio je suis invité, mais même je me souviens de Europe 1, quand il a vu le livre il a dit formidable, etc. Et puis 5 minutes avant ils m'ont décommandé, savez-vous qui ils ont invité à ma place, hein, parce que soi-disant que mon livre sur Blind Master c'était trop engagé. Ils ont invité Bernard Thibault de la CGT, patron de la CGT, pour me remplacer. Non mais c'est fabuleux. Donc je félicite le courage d'Europe 1, hein, et de son journaliste, enfin de ses journalistes, voilà. Voilà. Les obligations, hein, ils sont prisonniers, hein, quelque part. Ah mais attendez, le Europe 1 appartient à Lagardère. Lagardère c'est qui? C'est un ami de Nicolas Sarkozy. Hein, et Nicolas Sarkozy a donné comme ordre, il n'y a pas de crise. Depuis 3 ans, vous l'avez vu. Vous avez vu la titre à la une du Parisien, du Parisien, Madame Lagarde, ça c'était il y a 2 ans, je précise. La crise est finie. C'est pas grand, c'est pas beau ça. Hein. Vous avez Tim Geithner qui est apparu sur les ondes, sur CNN, en disant voilà, je déclare officiellement la crise terminée. Tim Geithner nous a fait ça il y a à peu près 1 an et demi, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Donc grosso modo, il change rapidement de discours. Ils nous disent que la crise est terminée. C'est pas étrange. Donc vous voyez que ceux qui possèdent les médias, donc leur message a été de dire qu'il n'y a pas de crise, de manière à ce que les gens ne retirent pas leur argent des banques. Voilà le problème. Parce que si les gens retiraient leur argent des banques, le système s'effondrerait immédiatement. Mais véritablement, immédiatement. Donc, le but des médias... Attendez, France Inter, ça appartient à qui? Ça appartient à l'État. L'AFP, ça appartient à qui? Ça appartient à l'État. D'accord? Le Figaro, ça appartient à M. Dassault. M. Dassault roule pour député UMP. Bon, c'est un ami de M. Sarkozy. Libération appartient au Rothschild. Le Monde appartient au banquier Pigasse. Et tout le groupe éditorial qui appartient à Lagardère. On est d'accord pour dire que de toute façon l'argent est partout, hein, et même dans toutes les couches. Il n'y a pas seulement les banquiers, les politiciens, les médias qui sont impliqués là-dedans. Il faut bien aussi que nous-mêmes on se réveille. Notre rapport à l'argent est complètement faussé. Je veux dire, n'importe qui d'entre nous, la plupart des personnes, ne sont pas à l'abri d'avoir la tête qui tourne ou de se faire acheter ou de se faire tourner. Il y a une certaine prise de conscience à avoir. C'est pas seulement eux, c'est nous aussi, non? Oui, mais enfin bon, vous savez, je vois pas trop bien qu'est-ce que vous avez comme prise de conscience à prendre quand vous gagnez entre 1 500 et 3 000 euros par mois. Vous avez des enfants, etc. Je veux dire, je vois pas trop bien quel changement vous pouvez avoir. Vous êtes obligé de faire vos courses, etc. Ce genre de prise de conscience. Il y a des choix à faire. Il y a des choix du consommateur qui vont changer. Il y a des choix de travailler pour telle personne qui vont changer. Il y a des choix de regarder cette télévision plutôt qu'une autre. Il y a plein de petits choix. Je pense, moi je suis intimement convaincue que la différence se fera par les personnes justement. Et c'est tous ces choix-là, c'est à nous de prendre ces décisions-là et de changer notre façon d'agir au quotidien. Est-ce naïf? Écoutez, depuis 5 ans, 4 ans, vous avez vu
ce qui s'est passé. Vous avez vu quand même que les Français sont un peu plus informés, mais guère plus. Ce qui est quand même fascinant, si vous voulez, c'est que les banques continuent chaque année de baisser les niveaux de retrait, et ça n'inquiète pas vraiment les gens. Il y a peut-être 10% ou 15%. Alors, je veux dire une chose, de ce que j'ai toujours observé en tant que journaliste et en tant qu'écrivain, ou simplement en étant par des médias, c'est qu'une population, c'est un peu comme une pyramide, et que vous avez le haut de la pyramide, qui est composé de tous ceux qui nous gouvernent, et des journalistes, et des cadres, etc. Toute cette partie-là est informée. Ensuite, dans la population, vous avez toutes les personnes qui sont dans les maisons de retraite, qui ne sont absolument pas informées, ça fait quand même des dizaines de millions de personnes, d'accord, hein, qui n'ont l'information que celle que TF1 veut bien leur donner. Et vous découvrez très vite qu'en fait, il y a juste une petite partie des gens qui est informée. Voilà. Et c'est pas du tout la grande majorité de la population. Pour ça, il faut que vous ayez la possibilité, comme a fait Nicolas Sarkozy, d'apparaître en même temps sur TF1, France 2 et bien entendu sur toutes les chaînes de la TNT. Donc, ce qui ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais vu. Il nous a expliqué d'ailleurs il y a à peu près 2 mois que la crise était terminée, que la crise grecque était terminée. Hein, il s'est ridiculisé. Et vous voyez bien que même ça, maintenant, ça n'a plus du tout le même poids médiatique qu'auparavant. Alors, ce qu'on voit en revanche, c'est quelque chose de tout à fait nouveau depuis à peu près 2 ans, 3 ans, c'est que les Français qui habituellement achetaient le Figaro, Libé, etc., ils ont eu ras-le-bol et maintenant se sont mis systématiquement à lire des sites d'information complètement alternatifs. Et à la seule condition, c'est qu'ils puissent vérifier toutes les informations. Ils refusent de prendre pour argent comptant tel blog ou tel site, etc., dont ils ne connaissent pas l'origine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est pour ça que là, il y a un certain nombre d'informations maintenant qui arrivent à passer parce qu'on a quand même ce système alternatif. Mais vous avez vu que là aussi, les gouvernements sont très prompts depuis quelques mois à vouloir le contrôler. Oui. Hein? Mais on a aussi constaté ce qui s'est passé avec l'Égypte grâce à Facebook, qui représente quand même peut-être la 3e population, peut-être virtuelle, mais qui représente quand même un sacré regroupement de personnes. Donc il y a des choses quand même, il y a des initiatives, il y a des choses qui peuvent se passer très rapidement et qui peuvent bousculer tout un pays, voire le monde entier. Vous savez, ça peut peut-être bousculer un pays, mais malheureusement, on a vu les résultats. On a vu les résultats aussi bien en Tunisie, en Égypte, en Libye, etc. Je ne suis pas certain, si vous voulez, que ce qu'on a vu, soi-disant, sur Facebook, vous savez, quand vous discutez avec des Égyptiens, justement, vous découvrez qu'il y a très très peu de gens sur Facebook. Donc là aussi, il y a des choses intéressantes à creuser, à observer. Les Égyptiens n'ont pas encore nos réflexes à nous. Vous savez, il y a toujours un temps de latence entre l'équipement. Mais bon, dire que Facebook a fait la révolution, ça m'étonnerait. En revanche, la hausse des matières premières, oui. N'oubliez pas, en Algérie, en Tunisie, ce sont quand même les femmes, les mères au foyer, qui sont descendues dans la rue avec leur casserole, qui tapaient sur leur casserole en demandant de baisser le prix de la farine et du sucre et du café. N'oubliez pas, et toutes les vraies révolutions ont commencé comme ça. C'est pas Facebook qui lance la révolution. Non, mais il y a quand même l'élément Internet qui est intéressant. Faut pas le nier. Non. Ce que j'allais dire, c'est que ce sont des amplificateurs. Voilà. C'est que quand il y a quelque chose qui se passe, effectivement, à partir de là, Facebook et tous les autres, que ce soit Internet ou radio, etc., ne font que amplifier la chose. Ce sont des amplificateurs. Ça réunit, ça connecte les gens aussi. Il y a une vidéo qui peut être diffusée, je l'ai vue avec mes vidéos, qui va être sur 14 000 murs en quelques minutes. C'est quand même exceptionnel. Absolument, ça c'est tout à fait exceptionnel. Mais vous avez vu la même chose en France et aux États-Unis. Vous avez vu des vidéos virales aux États-Unis. C'est pas pour autant que ça a déclenché des révolutions. Je me souviens en particulier de cette femme qui avait enregistré une vidéo qu'elle avait mise sur YouTube en disant à la Bank of America qu'elle pouvait se mettre l'augmentation de pourcentage là où je pense. La vidéo a fait, je ne sais plus, l'équivalent de 800 000 vues en l'espace d'une journée. Et ça a continué. Après, ça a fait des millions de vues. Mais c'est pas pour autant que les Américains se sont révoltés contre leur système politique et bancaire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que les gens aient faim. Voilà, la véritable révolution. Toutes les révolutions ont commencé comme ça. Il faut que les gens aient faim et qu'ils descendent dans la rue. C'est le sujet de votre prochain livre?
Je ne donne jamais J'ai vu la couverture, attendez. Absolument. Mais Vous ne donnez pas le titre. voilà, mais je ne parle jamais du contenu de mes livres avant qu'ils soient terminés. Ouais. Je l'annonce, comme je l'avais fait avec Blight Masters, et je l'ai annoncé. J'ai annoncé le contenu du livre, en l'occurrence Blight Masters, je pense 1 mois et demi avant sa sortie, simplement. Donc parce que j'estime, si vous voulez, je ne veux pas être influencé, si vous voulez, en recevant des mails de toutes parts, ce que je viens en disant que je dois mettre ceci ou cela dans un livre. C'est aussi... et puis, j'ai toujours fait comme ça. Hein. Moi, je préfère arriver avec un livre terminé, dire, voilà, c'est ça le sujet, et de créer la surprise. Donc vous passez à peu près combien de temps sur le blog, sur vos livres? Comment vous organisez votre temps? C'est énorme. Hein. J'ai pas de. Vous savez, il y a le blog d'un côté, le livre de l'autre. Le livre peut effectivement mobiliser 50% de mon emploi, de mes heures quotidiennes, quoi, au moins. Et le reste, vous feuilletez les revues de presse et vous bloguez. Systématiquement, je le fais le matin, le soir. Bon, ça, j'ai des automatismes. Mais vous savez, c'est des automatismes de journaliste. Hein, n'oubliez pas, je suis journaliste de base, mais véritablement de base. C'est-à-dire que quand j'étais au matin ou notamment au quotidien de Paris, je veux dire, tous les matins, on avait la revue de presse sur notre bureau. On avait tous les journaux du matin. Donc, on faisait une revue de presse, et j'ai toujours eu cette habitude également de lire la presse anglo-saxonne. Donc, pour moi, ce n'est rien de nouveau. Je n'ai rien inventé dans ma revue de presse que je fais. Je ne fais que prolonger quelque chose que je fais depuis... attendez, je suis journaliste depuis quoi 1985, 84, je sais pas, donc ça ne nous rajeunit pas, bon, on va pas... Hein, vous étiez pas né, hein? Votre message pour les journalistes qui écoutent les médias? Pardon? Votre message pour les journalistes actuels? Lesquels? Radio ou télé? Radio, télé, tous ceux qui font un travail où certainement peut-être on les stoppe dans leur expression, où ils sont pas totalement libres d'exprimer certaines choses. Ils sont salariés. Mais attendez, ils sont salariés. Je veux dire, s'ils disent quelque chose qui ne leur plaît, ils se font virer ou éventuellement mettre dans un placard. Il y a un choix là aussi à faire. Il y a un choix à faire. Pour ma part, je suis libre. Je vis véritablement grâce à mes lecteurs. Je suis un des rares en France à pouvoir dire ça. Je veux dire, moi aussi, 14 millions de vues sur YouTube, qui est entièrement financé par les donations et non sans sponsor. Hein. Donc vous faites partie, il y a vous, on n'est pas si nombreux que ça en France. Ouais. Peut-être une dizaine, pas plus. À être entièrement libre, je veux dire, de ne pas être... Quel bonheur. Absolument, quel bonheur de ne pas avoir de rendre des comptes à un rédacteur en chef qui est politique, hein, parce que les rédacteurs en chef dans les télévisions et les radios sont toujours politiques. Faut jamais oublier. Alors, le rédacteur en chef de France Inter, d'Europe 1, etc., il va forcément passer au tamis. La preuve, c'est que j'ai été invité au journal de 13h ou je ne sais plus quelle émission d'Europe 1, et ils m'ont décommandé 5 minutes avant, pour me remplacer par Bernard Thibault, qui bien entendu est moins engagé que moi sur les banques. C'est fascinant. D'hypocrisie, de mensonges. Hein, voilà, voilà ce que je pense des médias, de tout ce qui est groupe Lagardère, etc., qui n'osent pas. Hein, mais c'est également valable pour le journal Humanité, Lutte ouvrière, etc. Tous ces gens, vous savez pourquoi ils n'ont jamais parlé de Blight Masters ou de tout ça? Parce qu'ils ont des publicités des groupes bancaires. Hein, j'ai vu ça, j'étais très surpris de voir des pubs des banques dans l'Humanité. C'était fascinant. Donc il y a une sorte de connivence, quoi. Vous voyez, on ne se fâche pas avec les annonceurs. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, on ne se fâche pas avec les annonceurs, donc bon, peu importe. De toute façon, les semaines, les mois à venir, en ce moment, là, c'est hyper tendu. La première fois qu'on s'était vus tous les deux, on avait fait cette fameuse interview dans un petit café, hein. Dans un terrasse d'un café. Moi, j'aurais jamais imaginé que cette vidéo allait faire. Mais en plus, elle a été répliquée sur plein d'autres sites. Je veux dire, vous avez dû dépasser les 200 000 vues, enfin un truc comme ça. J'ai arrêté de compter, ouais. Mais les autres qui ont suivi aussi, hein. Voilà. Et il y avait une. Comment dire? On pouvait pas imaginer maintenant. Tout le monde voit clair, enfin, du moins ceux qui se donnent la peine quand même d'être informés, hein, parce qu'il faut, vous savez, pour être informé, il faut le vouloir. Hein. Vous prenez 50 personnes dans un bus, vous savez, les gens qui ne veulent pas être informés, bah, vous ne pouvez rien faire pour eux. Et donc, il ne faut même pas en tenir compte. Ouais.
Et puis c'est pas moi la raison pour laquelle, et ça peut choquer certains, que je diffuse cette vidéo et cette information-là, mais pour moi c'est important de révéler. Ça peut, oui, parce que c'est négatif, ou oh là là, ça y est. Avec ces histoires de voir la vie en rose. Oui. La vie n'est pas en rose. Je veux dire, c'est ça. C'est le côté Jean-Jacques Rousseau, l'homme est gentil, le lion ne mord pas. Oui. C'est n'importe quoi, je veux dire. Je pense qu'il y a une balance à trouver dans tout ça, parce que critiquer pour critiquer, pour moi je ne prends pas mon pied à faire ça non plus. L'histoire, Lilou, si on prend, je dis ça à tout le monde, vous prenez vos livres d'histoire, qu'est-ce que c'est? Vous prenez l'histoire depuis le début, ce ne sont que des guerres, des agressions. Qu'est-ce qu'une guerre? C'est vous agressez votre voisin pour lui piquer son territoire, sa nourriture et ses femmes, et son or. C'est ça une guerre, faut jamais l'oublier. Faut jamais l'oublier. Les guerres napoléoniennes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il allait directement, il raflait tout l'or, les œuvres d'art. Regardez toutes les œuvres d'art qu'on a rapportées de Venise, par exemple. Ce sont le dé à Napoléon. Mais ça a toujours été comme ça. Ce ne sont que l'histoire n'est qu'un fait divers porté à un niveau paroxysmique. Ouais. Mais je pense que c'est important de constater ce qui se passe. Ça sert à rien non plus de broyer du noir et de voir la vie comme une énorme catastrophe non plus. On va pas avancer. On est d'accord que c'est maintenant qu'il faut trouver des nouvelles leçons. Au contraire, je pense que beaucoup de gens vous l'ont dit, les revues de presse que je fais à la radio sont extrêmement drôles. Ah oui. Sont extrêmement drôles. Quelle heure déjà sur ici Radio maintenant? C'est tous les 2 mercredis en général à partir de 14h. Mais figurez-vous que nous à la radio, on a reçu énormément de plaintes parce que nous donnions des nouvelles et qu'on s'amusait. Ouais. Non mais c'est surréaliste. C'est n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez jamais satisfaire. Vous parlez à 100 personnes, vous ne pouvez jamais. Vous aurez toujours. Vous allez peut-être satisfaire 80 ou 70 personnes, et puis vous aurez 30 personnes, ou vous aurez 15 personnes qui vont être neutres et qui ne savent pas quoi penser, puis vous aurez 15 qui vont vous détester parce que justement vous faites quelque chose, et parce que justement je suis sûr que vous êtes détesté, je suis sûr que vous avez réussi à vous créer vos inimitiés. Bah voilà. Ma pensée positive, ou du moins optimiste sur le futur, à l'inverse de vous peut-être, mais quand même je m'intéresse grandement et je veux être au courant des choses qui se passent dans le monde, mais c'est vrai que je veux absolument me nourrir de choses positives et de trouver en moi des nouvelles solutions et d'aider les autres à trouver des nouvelles solutions, que ce monde bouge et avance. Mais c'est vrai que au fond, enfin, au final, pour moi, on fait avancer les choses, et en effet, on dérange. Je dérange certainement autant que vous, sinon plus. Ça énerve les gens, et je reçois des emails de gens qui me disent mais ça m'énerve, et je reviens à vos bouquins et je reviens à vos blogs, mais qu'est-ce que vous m'énervez, mais il y a quelque chose qui accroche, il y a quelque chose qui avance. La preuve en est dans le résultat. Je dirais simplement que malheureusement on ne pourra jamais contenter tout le monde. En revanche, vous avez fait quelque chose, vous avez transcendé justement quelque chose de négatif, mais il ne faut pas s'imaginer que tout le monde peut faire ce que vous avez fait, simplement parce que la plupart des gens s'imaginent que ça ne peut fonctionner que pour les autres, et pas pour eux. C'est quelque chose qui m'a toujours épaté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des milliers de gens qui auraient pu faire un blog en 2008 sur la crise. Il y a des milliers de gens qui auraient pu faire des vidéos comme vous les avez faites. Mais c'est très curieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une forme de paresse. Et je pense qu'on nous reproche, les gens qui vous critiquent, enfin, parce que je vois pas très bien. Ah si, je vous... Ah oui. Il y a l'appel. D'accord. Non, mais c'est même pas une question d'inquiétude. C'est... je pense qu'il y a une forme de paresse, c'est-à-dire que vous avez fait ce qu'ils auraient aimé eux-mêmes faire, et comme ils ne l'ont pas fait, ça déclenche, voilà. Mais c'est humain, ça a toujours été comme ça. Nous, on continue à avancer, on est d'accord. Oui, mais moi, vous savez, moi, je cherche même pas à avancer. Ce que je veux dire, je cherche même pas à avancer. Mon rôle... diffuser alors, ou d'informer. Mon rôle, je veux dire, vous continuez à faire ce que vous avez à faire. Voilà, j'ai choisi un métier qui s'appelle journaliste, et le métier à la base de journaliste, c'est d'informer vos semblables. J'estime faire le cœur de mon métier. C'est tout. Et je constate simplement aujourd'hui que les journalistes de télé, de TF1, France 2, etc., ne font même pas leur cœur de métier. C'est surtout de la désinformation. Voilà. Donc on peut me jeter
des pierres, si j'ose dire. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui me critiquent, etc., en disant que je vois les choses en noir, etc. Oui, n'empêche que depuis 4 ans, les faits m'ont donné raison. Et Dieu merci, j'ai sauvé le patrimoine de centaines de milliers de personnes en France. C'est quand même pas rien. Eh bien, merci Pierre, merci d'avoir pris le temps. J'adore discuter avec toi, ici à Paris. Merci et à très bientôt, je l'espère. À bientôt Lilou, et merci, et bravo pour vos livres également. Merci, plein de bisous, mes délicieux co-créateurs, et voilà, à bientôt.